ديجي كلوب برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. On parle pas très souvent de l'Afrique, FIDG Club. Sur THD, oui, on parle très souvent avec des rapports sur l'Afrique, sur la data, sur l'IA en Afrique. Mais c'était l'occasion pour nous, lors de ce Mobile World Congress 2026, de parler de l'IA, de l'Afrique, de la connectivité en Afrique. Et c'est l'occasion jamais de le faire avec un invité très prestigieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes carrément deux. C'est rarement que vous nous voyez, moi et Nadia, faire l'interview ensemble. C'est une première, c'est rare, c'est très rare en tout cas. C'est parce que nous avons effectivement un invité très prestigieux avec nous au Mobile World Congress 2026. Je présente justement notre invité Walid, Monsieur Lassina Koné. Vous êtes donc le directeur général de Smart Africa. Bon, je sais que pour vous, c'est pas une première en fait. في THD, في le Mobile World Congress. Je glisse un peu ces petits mots en arabe parce que justement on vient d'apprendre, vous parlez aussi arabe. Ça a été une belle surprise avec le dialecte khaliji, voilà, tout à fait. Monsieur Koné, justement, je voudrais pour commencer revenir un peu sur ce qu'on a fait l'année dernière justement. Je me rappelle, dans notre petite interview, on a parlé justement de l'intelligence artificielle, des opportunités qui pourraient en découler pour le continent africain. Et vous avez justement plaidé pour une intelligence artificielle utile. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement de cette intelligence artificielle utile? Qu'est-ce que Smart Africa a pris comme mesure justement pour s'assurer que l'IA soit à la fois utile, éthique et inclusive sur le continent africain? Merci beaucoup de m'avoir invité. Bien sûr, THD, ce n'est pas la première fois. Depuis notre dernière rencontre l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notamment, en avril dernier, en 2025, 49 pays se sont mis ensemble pour une déclaration sur la stratégie et sur le schéma à suivre au niveau de l'intelligence artificielle sur le continent. Et ça s'est passé le 4 avril à Kigali lors de la conférence de Global AI Summit. Et suite à cela, le conseil des chefs d'État, le conseil des membres du conseil d'administration de Smart Africa, qui sont les chefs d'État à Conakry, le 12, je pense que c'est le 12 novembre 2025, on a mis en place effectivement le Conseil africain de l'intelligence artificielle qui réunit 16 membres sur le continent africain, 7 ministres qui représentent 5 régions et 8 de secteur privé, des médias, de sociétés civiles. Et puis voilà, et notamment aussi, nous sommes très heureux d'avoir Walid qui est membre aussi du Conseil africain de l'intelligence artificielle pour regarder ces sujets-là. Et donc, parce que pour pouvoir bien maîtriser ce que j'ai dit à l'époque, que nous ne cherchons pas forcément une intelligence artificielle plus forte, nous cherchons plus utile. Alors il fallait se réunir d'abord, savoir que nous avons pas la légitimité, le mandat de nos chefs d'État pour agir de la sorte. Bon, non seulement nous avons créé le Conseil africain d'intelligence artificielle, nous avons eu une réunion ici le 1er mars, c'était la première réunion physique, après une première réunion d'introduction en janvier, pour présenter le plan de travail des 12 mois à venir. Oui. Et si vous voyez, le plan de travail des 12 mois à venir, c'est très intense, parce qu'en moins d'un mois, nous avons déjà sorti les actions de 12 mois à venir, parce que la première réunion, c'était, je crois, le 21 février. Alors là, déjà, on est déjà 1er mars, on a déjà le plan d'action de 12 mois. Parmi ces plans d'action figure bien sûr la formation, ce qu'on appelle skilling, upskilling, reskilling, qui est vraiment la formation fondamentale. Mais former quoi exactement? Et c'est ce qui est intéressant.
Nous avons un truc qu'on appelle les AI Scaling Hub, c'est-à-dire c'est comme c'est le hub pour pouvoir prendre l'IA sur l'échelle continentale. C'est-à-dire que les pays doivent définir leurs priorités en matière de cas d'usage, notamment l'IA dans l'agriculture, l'IA dans la santé, l'IA dans l'éducation, l'IA dans le climat, l'IA dans l'administration publique. Et ces cas d'usage, les jeunes sont formés sur cela. Alors là, jusque-là, c'est intéressant. Mais alors, vous allez dire quand même en Afrique, ben écoutez, nous n'avons pas de computing power, la puissance de l'informatique, où est-ce que nous allons procéder ça? Non. Nous, au Conseil, nous avons proposé de ubériser l'usage des GPU. Justement, je voudrais poser une question par rapport à cette ubérisation-là. Ouais. Parce que, et après, je vais encore donner la parole à Nadia, parce qu'elle a toute une série de questions par rapport à l'actualité de Absolument. Smart Africa lors de ce MWC qui est très très riche. Puisque j'étais dans cette réunion-là, et là, il y avait un discours très professionnel sur ce qu'est l'IA et mutualiser les efforts. Et ce que j'ai retenu, et ça Ouais. la force de la communication, Oui, in a nutshell, oui, ubérisation. oui, Et là, it's stuck in my mind, l'ubérisation oui, des capacités des GPU. oui, C'est ça. exactement. Et donc, c'est un terme que j'entends pour la première fois. Et d'après ce que vous avez expliqué, c'est que forget about the fact que tous les pays ou chaque pays Oui, en Afrique va avoir son data center, etc. Oui. Il sera capable de gérer les calculs, etc. Alors la meilleure façon, c'est de mutualiser et d'ubériser. exactement. Si on peut expliquer un petit peu plus cette notion. Bien sûr. Au fait, ça part du fait que on ne peut pas construire les autoroutes pour des bicyclettes. Quand on met un data center de l'IA, c'est vraiment la demande. Il faut que la demande soit là. Et quand on regarde l'Afrique à travers un seul pays comme l'Algérie ou un seul pays comme la Tunisie ou bien un seul pays comme le Ghana, c'est toujours 30, 50 millions, 60 millions, 40 millions. Mais quand on regarde l'Afrique avec un air, le continent, c'est quand même 1,4 milliard. Alors l'IA, il ne sera pas nécessaire pour chaque pays d'avoir un serveur, un data center de l'IA. Mais comment nous pouvons mutualiser entre nous les pays africains? C'est ça vient la question et c'est ça vient aussi la notion de ubérisation. Et c'est les rationnels de la démocratisation de l'IA de telle sorte que vous soyez secteur privé et vous avez les moyens d'investir dans les data centers IA n'importe où en Afrique, que vous soyez un pays et vous avez la capacité financière de construire des data centers de l'IA en Afrique, nous pourrons capitaliser sur cela pour donner l'accès à n'importe quel petit pays, moyen pays, grand pays en Afrique, d'avoir l'accès à l'usage des GPU. C'est là, puisque nous agrégeons les demandes, que tu sois de la Gambie, de Djibouti ou alors du Rwanda, alors si la Tunisie a les moyens, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, avoir un data center IA qui est puissant, qui peut non seulement servir, puisque la Tunisie se trouve au nord de l'Afrique, servir le continent européen, en même temps servir le continent africain, peu importe, c'est là où vient l'ubérisation. Et cela nous permet à ces pays, ça permet à nos pays membres de Smart Africa d'avoir la notion que j'appelle la souveraineté continentale. Car il y a la souveraineté continentale et il y a la souveraineté nationale. Alors justement, en parlant de souveraineté, Monsieur Koné, alors j'ai vu qu'en termes d'actualité, vous avez signé un partenariat avec, si ma mémoire est bonne, c'est Midkai, voilà, tout à fait. Alors justement, je voudrais savoir en fait si vous pouvez d'abord nous rappeler sur quoi porte ce partenariat, après je reviendrai à mes questions. Vous voyez, merci beaucoup pour votre question, c'est très très important la question parce que le monde, depuis mois pour mois, le point de changement, c'était depuis le 27 décembre 2024, où tout a basculé, avec cette histoire de l'IA, avec l'avènement de DeepSeek, que le monde est complètement bouleversé. Et à partir de là, regardez bien la rapidité. Le Memorandum of Understanding, le MOU que nous avons signé,
Bien sûr, nous avons parlé des actions, des plans d'action de 12 mois passés lors de notre réunion du Conseil africain de l'intelligence artificielle le 1er mars. Un élément essentiel de cela, c'était de conduire, alors implémenter ou alors élaborer cette année 3 pilotes de AI scaling, c'est-à-dire les use cases, des cas d'usage de l'intelligence artificielle dans 5 différents pays. Bon, au niveau de Smart Africa, bon, peut-être que vous allez dire que je suis trop rapide. Et ce MOU est signé dans ce cadre-là. D'accord. Et quels sont, excusez-moi, les pays concernés? Les pays concernés, nous allons définir exactement les 5 parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement la volonté, il s'agit de comprendre les enjeux. Car vous demandez à n'importe quel pays sur le continent africain, est-ce que vous avez la volonté de l'intelligence artificielle? Tous les chefs d'État, tous les gouvernements diront oui. Mais est-ce que vous comprenez les enjeux? C'est là où vient le problème. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à la définition des prérequis que j'appelle de ces pilotes de l'IA souveraine. IA souveraine, dans ce MOU, ça veut dire quoi? Dans nos exercices du Conseil africain de l'intelligence artificielle, dont les 5 régions sont représentées, mais l'Afrique a plus de 50 pays. Tous les pays ne vont pas attendre, non. Ils ne vont pas, puisque les pays sont exposés aux fournisseurs de technologies, ils sont exposés à l'intelligence artificielle. Ces MOU et ces partenariats, différents partenariats, c'est pour donner l'opportunité à tous les pays sur le continent africain de progresser à la vitesse qu'ils veulent. Si un pays aujourd'hui pense qu'on veut aller directement en IA souveraine, aujourd'hui nous avons des partenariats, nous allons regarder exactement les prérequis et les demandes techniques en matière d'énergie, en matière d'infrastructure, en matière d'éthique, en matière de l'inclusion. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Et Smart Africa, avec le Conseil africain de l'intelligence artificielle, pourra accompagner dans ce pays. Alors, dans un premier temps, nous avons signé pour 5 pays. À définir ces pays, c'est quoi exactement? Ensuite, nous allons procéder, alors, c'est-à-dire apprendre, ça peut être bien la Tunisie. Et ça veut dire quoi? Le gouvernement tunisien, si le gouvernement tunisien est prêt, par exemple, à procéder avec une IA souveraine, comment les modules, les langages, les cas d'usage peuvent être sauvegardés au niveau de la Tunisie, qui va bénéficier le gouvernement tunisien dans l'optimisation des processus des démarches administratives. Au même moment, la Tunisie doit choisir si la Tunisie veut se focaliser sur l'agriculture, l'éducation, ou alors la santé, ou alors le climat, ou alors même optimisation des processus de gouvernement. Une fois que nous avons eu un succès dans cela, alors on le replique ailleurs. On pourrait être preneur de tous ces secteurs, en fait. Exactement. Donc c'est là, c'est la signature de ces MOU, c'est ce que cela veut dire. Très bien. Alors là, j'ai envie de poser une petite question. Est-ce que là, en parlant d'IA souveraine pour l'Afrique, est-ce que ça ne serait pas un peu une réponse à la domination des géants américains, chinois Que ça soit interprété comme dominance américaine ou chinoise, la réalité sur le terrain aujourd'hui, tous les pays du monde, à part les États-Unis et la Chine, est à ground zero. Admettons-le. Et cette question de la souveraineté, Smart Africa, en ma personne modeste, nous en parlons de la souveraineté depuis plus de 56 ans. Et au départ, ça a été compris comme non, comme l'Afrique a été colonisée, c'est la raison pour laquelle on parle de la souveraineté. Mais aujourd'hui, même les pays occidentaux, ils savent très bien la souveraineté, ça veut dire quoi? Donc ce n'est pas vu comme une réponse et ça ne sera pas vu parce qu'il n'y a pas que l'Afrique aujourd'hui qui parle de la souveraineté, notamment nos voisins, nos partenaires, l'autre côté des Méditerranéens parlent aussi de la souveraineté. Alors quand on parle de la souveraineté, ça ne veut pas dire vraiment s'isoler, ça veut dire avoir le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la technologie est devenue un outil géopolitique très important. J'espère que je réponds à votre question. Oui, absolument. Alors, je joue un peu l'avocat du diable, in fine, mais alors, justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de souveraineté encore une fois, alors qu'en termes d'infrastructure, tout est pratiquement importé, qu'il s'agisse de semi-conducteurs,
d'infrastructures, enfin de data centers, etc. Intéressant. La souveraineté, il y a des degrés. Mhm. La souveraineté technologique, c'est-à-dire, même quand vous parlez aujourd'hui, je ne dirais pas de nom, les deuxièmes plus grands pays dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils ont un déficit technologique. Je parle notamment de la Chine. Uh-huh. Les États-Unis, ils ont un déficit énergétique. Mhm. Les États-Unis aujourd'hui possèdent à peu près dans les 1500 000 milliards gigawatts d'énergie annuelle. Pourtant, la Chine détient à peu près 2900 à 3000 gigawatts d'énergie. Il y a des déficits. L'Europe, c'est déficit réglementaire. Je veux dire que bon, ils sont très bien dans la réglementation, mais n'ont pas accès à la technologie et so on. L'Afrique, où est-ce qu'on a tout ça? Donc, quand je dis que la souveraineté, tous les pays, tu ne peux pas avoir l'intégralité de la souveraineté de bout en bout. Mhm. Alors, mais il faut choisir en ce moment quels sont les acquis de l'Afrique. Qu'est-ce que nous avons comme des acquis? Nous avons pu bâtir les 60 dernières années. Et quels sont nos dividendes démographiques? Et qu'est-ce que nous n'avons pas? Et quand on regarde l'intelligence artificielle, ça se repose sur la puissance informatique. Est-ce que nous avons ça? Non. Est-ce que nous pouvons fédérer? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il pourra faire que nous ne pouvons pas, nous ne fabriquons pas des chipsets électroniques made in Africa pour avoir des serveurs, mais qu'est-ce que nous pouvons le faire? Nous pouvons avoir nos données modélées au niveau du continent africain, tout en utilisant un partenariat avec les fabricants de ces équipements, mais les équipements sont installés sur le continent africain. Dans un premier temps, ça nous donnera la souveraineté continentale. Et donc, si j'ai Très bien bien. compris, il faut créer une intelligence artificielle qui soit compatible, disons, avec les différentes cultures locales. Absolument. Et pire, mieux, ça dépend du contexte, c'est que aussi, ça doit prendre en considération la différence de langage. Parce que même au sein d'un même pays, parfois ça parle la même langue, mais un mot dans le nord ne veut pas dire la même chose dans le sud. Et je vous le dis, moi je dirais que l'intelligence artificielle est un pain béni pour l'Afrique. Comment ça, un peu béni? Parce que pour moi, c'est un énorme challenge. Non. Et j'ai encore des questions à poser sur ce Non, challenge-là. c'est un pain béni. Pourquoi? Et je vais m'expliquer. Parce que c'est vierge. Non, l'Afrique a plus de 2000 langages, 2000 langues. Nous avons des cultures, nous avons des valeurs, nous avons notre manière de voir les choses. À l'état des choses, nous avons un taux d'alphabétisation très élevé. Justement. Ça, c'est un challenge. Comment ça, c'est un pain béni? Mais je vous dirai, parce que c'est avec l'intelligence artificielle à travers des large language modules que je pourrais enseigner l'intelligence artificielle, la langue du berbère. Permettre à ma grand-mère de parler de langue du berbère à la technologie. Donc elle devient sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui a été à l'école, qui interagit avec la technologie. Dans le cas actuel, non. Alors si je prends l'exemple de la Tunisie, là par exemple, de ma propre expérience, Ouais. là ChatGPT par exemple, si je m'exprime en dialecte tunisien, il comprend. Il arrive par exemple à me traduire un paragraphe rédigé en dialecte tunisien dans un français littéraire soutenu et qui est tout à fait correct. Il y a 2 ans, 3 ans, est-ce que tu pourrais faire ça? Non, absolument pas. Exactement. Mais ça lui a pris du temps pour arriver à comprendre et il commet encore des erreurs parce que c'est plutôt le tunisien, le dialecte du nord Non. et de la capitale, mais ceux qui sont du sud avec un certain accent n'arrivent pas à comprendre. Mais tout cela présente une opportunité pour les startups qui sont du Sud pour pouvoir ajuster ce langage dans le système. On a ouvert la boîte de, comment De dire, Pandore. de Pandore. Dans ce cas-là, là, on entre dans un autre écosystème, celui des startups qui vont aider à développer ces LLM, Exactement. etc. Nous vivons dans une période où, avant, ça parlait de startup. La solution, it's the startup. Beaucoup d'argent dans les startups. On a l'impression que maintenant, tous les bailleurs de fonds, en tout cas, ça n'est plus en vogue, ce n'est plus la mode, Non. et tout le monde tourne le dos aux startups, il n'y a plus assez d'argent. Mais en vous écoutant, c'est qu'on aura besoin d'encore plus d'argent à mettre dans les startups africaines. Or, on a besoin aussi beaucoup d'argent pour investir dans les data centers. Comment faire? Non,
Ça n'a pas changé. Tout simplement, les startups aujourd'hui, ça va devenir purpose-driven startup. Pourquoi ils étaient comment avant? Mais non, j'ai développé un site web pour prendre les rendez-vous chez le médecin. J'ai développé un site web, ceci. Non. Et c'est ce que j'ai bien dit. Skilling, la formation, AI Scaling Hub, c'est-à-dire prendre AI à l'échelle continentale. Troisièmement, Uberizing Computing, c'est-à-dire uberiser l'usage du GPU. Quatrièmement, AI et Data Governance, harmoniser les lois pour que les pays puissent, pour qu'on arrive à la souveraineté continentale. Pick your poison. C'est-à-dire que, c'est quand je dis le AI Scaling, il faut prioriser qu'est-ce que nous voulons faire en matière d'usage. On n'est pas là pour fabriquer, par exemple, AI boyfriend, AI girlfriend. On n'est pas à ce stade en Afrique. Donc, c'est pour dire que nous sommes pour un IA qui est useful, utile. Donc, raison pour laquelle, priorité, qu'est-ce que nous voulons faire en Afrique de l'IA, former les gens de cela. Donc, tu verras que les startups vont découler à partir de cela pour pouvoir mettre sur le système qui est uberisé. Avant de passer à la prochaine question de ma collègue, si vous pouvez adresser un message aux startups africaines en général, du Nord-Afrique plus particulièrement, et ceux peut-être de la Tunisie, parce qu'il y a un certain désenchantement des startups en Tunisie qui pensent que tout le monde leur a tourné le dos, qu'il n'y a plus d'opportunités, qu'il faut plutôt partir en France et en Europe pour se développer. Est-ce qu'il y a des opportunités donc vers le sud? Donc il va voir le sud. Est-ce qu'il y a de l'argent aussi? Donc c'est un message, je pense, d'espoir, mais c'est vous qui vous devez le dire. Si j'ai un message à lancer à la jeunesse, ne croyez jamais que l'Afrique est en retard. L'Afrique n'est pas en retard. Nous n'avons pas commencé, on n'a pas eu le même point de départ que les autres nations. Nous définissons notre point final, notre ligne finale à notre propre manière. Et un exemple de cela, c'est la différence entre l'Afrique continentale n'a pas connu la téléphonie de la manière dont l'Occident l'a connue. Aujourd'hui, on a des personnes en Afrique, ils ont connu l'ordinateur seulement par le téléphonie mobile. Ils ont connu compte bancaire seulement par téléphonie mobile. Ils ont connu seulement le service électronique du gouvernement par le téléphone mobile. Nous n'avons pas le même point de départ et nous n'aurons pas le même point de finish line. Donc l'espoir, il y a de l'espoir. Mais l'espoir aussi est posé sur l'épaule de la jeunesse. Et je vais le dire. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, les WhatsApp et tout ça. Nous n'avons jamais vu de publicité de Facebook, de publicité de WhatsApp. Ils ont créé quelque chose qui était utile et qui a été adopté. De la même manière, aujourd'hui, le mobile money sur le continent subsahara africain, surtout particulièrement subsahara, on ne voit jamais de publicité de mobile money. Ils ont créé quelque chose qui était utile, les gens naturellement, ils l'ont adopté. C'est à vous de créer des choses qui sont utiles à la société dans le contexte africain. Car ce n'est pas les Mark Zuckerberg qui viendront en Afrique et développer les choses pour vous. Je vous donne une petite astuce. Le Apple Pay, ça existe, ça fait plus de 56 ans. Pourquoi ils ne sont pas sur le continent africain partout? Parce qu'ils ne croient pas en nous. Mais l'Afrique représente énorme opportunité. En 2023 seulement, je disais, 822 milliards de dollars ont été créés par le mobile money transaction, en dehors du système bancaire. Alors je lance un appel aux startups. Qu'est-ce que vous avez pu pour pouvoir capturer ces opportunités, avoir aujourd'hui votre propre système de paiement qui passe partout de la Tunisie jusqu'à Cape Town, de Nouadhibou jusqu'au Cairo? Justement, moi je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est l'harmonisation. Bien sûr. Des politiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre vision justement pour y arriver? Il n'y a pas de scaling, il n'y a pas d'adoption de n'importe quelle technologie sur le continent. Alors, je dirais très simple. La vision de Smart Africa est de transformer l'Afrique en un marché numérique unique. Il n'y a pas de marché numérique unique sans l'harmonisation des politiques.
L'harmonisation des politiques, ça ne veut pas dire le contrôle, ça veut dire compatibilité. Comment je peux voyager avec ma carte d'identité biométrique tunisienne et je rentre au Maroc, je passe par le gate? Ou alors, comment je peux voyager de Bénin avec ma carte d'identité biométrique, arriver au Rwanda et je passe par le gate, pas par le... Parce qu'on est intégré, on est compatible. On n'est pas la même chose, mais on est compatible, on s'entend. L'harmonisation, c'est nécessaire. La raison pour laquelle, même pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir ubériser l'usage de GPU, il faut forcément soit harmoniser les politiques transfrontalières ou soit adopter un système qui est déjà sur place en Europe, c'est ce que nous appelons la Data Embassy, les ambassades de données. Et justement, je vais peut-être, ça dépendra de temps de réponse parce que là, je vois un petit peu votre équipe de loin qui attendent la fin de cette interview parce que vous avez un schedule horrible. Ouais. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de faire cette longue interview relativement parce que c'est un luxe pour nous et pour les médias d'avoir ce temps. Ma question, c'est par rapport justement à cette ubérisation-là. J'entends bien que ce soit le Maroc, la Tunisie, Cape Town, il y a beaucoup de data centers, on peut ubériser, ça c'est génial. Mais il y a un fait, c'est la connectivité. Si on sort n'importe quelle map de la connexion et des sea cables, l'Afrique de l'Ouest, elle est très bien connectée entre eux et avec l'Europe et les États-Unis, etc. Bien sûr. Si on va du côté ouest, c'est toujours connecté, mais pas autant. Il y a toujours une connexion. Le central, il y a quelques pays qui continuent à se connecter en satellite. Même nous, si on parle de la Tunisie, peut-être nous avons une liaison de fibre optique avec l'Algérie, je ne sais pas si on en a avec la Libye. Bien Donc, sûr. pour ubériser, on n'a pas besoin d'une dorsale Internet intracontinentale. Une très bonne question. Si on a le dorsal intracontinental, encore beaucoup mieux. Mais à défaut d'avoir le dorsal, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas le dorsal intracontinental n'a pas maillé tout le continent, est-ce que ça empêche les gens de connecter? Non. Donc ça ne fera qu'améliorer et c'est recommandé. Car l'intelligence artificielle a besoin de la puissance. Et quand vous regardez, on a le SAT3, ACE, WAX, MAIN, tout ça c'est les câbles Equiano, tout Africa, tout ça c'est les câbles qui sont autour du continent africain. Il faut reconnaître, il faut l'admettre que très peu d'intracontinental connectivité existe. Surtout quand il s'agit de traverser la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Et nous l'avons constaté, les données en 2025, pendant 4 mois, je crois qu'il y a 8 mois comme ça, où il y a eu des pannes de coupures sur les larges des côtes de la Côte d'Ivoire et les connectivités au niveau du côté sud de l'Afrique et le côté l'est a pris des jours pour pouvoir se rétablir. Et si on avait la connexion... Et d'ailleurs, ça c'est un des projets de Smart Africa phare qui est guidé, alors qui est présidé, ou bien l'idée, je veux dire, par la Guinée, qu'on appelle Intra-Africa Connectivity, le backbone continental. Ce projet qui appelle à chaque pays africain d'être interconnecté au moins à 2 de ses voisins. C'est la convention de Cotonou, c'est ça? Non, c'est pas, ça fait partie de la convention de Cotonou. La convention Déclaration de Cotonou. À la déclaration. Le projet Backbone intra-africain est un projet phare de Smart Africa, élaboré ensemble avec la Guinée depuis 2019, qu'on appelle Intra-Africa Connectivity. Ce projet appelle à chaque pays africain d'interconnecter au moins 2 de ses voisins. Si on respectait ce jeu, ou alors cette loi, nous n'allons pas avoir aujourd'hui un problème de dorsal intracontinental. Mais car ça aussi, c'est très lent parce que ça dépend pas seulement de l'investissement privé, ça dépend de l'investissement public qui trouve l'utilité, qui trouve que c'est utile que je sois connecté à mon voisin au cas où, en cas de redondance. Et puis non seulement ça, pour permettre aux pays qui sont enclavés, que nous appelons aujourd'hui landlocked, nous ne voulons plus appeler les pays landlocked, mais on va les appeler landlinked.
Je peux poser la dernière question, Nadia. Je voulais juste faire un petit follow-up sur ça parce qu'il me semble avoir vu que Smart Africa, justement, si tu permets, Walid, Ouais, vas-y. excuse-moi, avait eu donc récemment un partenariat avec la Banque mondiale. Oui, Et cela concerne éventuellement Absolument. la déclaration de Cotonou. Code Award. Et puis, Oui, pour connecter, il me semble, l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique c'est- centrale, Exactement. c'est C'est de 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est la déclaration de Cotonou pour pouvoir mettre ensemble le pacte digital en 2028 de ces 22 pays. ça? Très bien. Toujours, À toi, c'est- Siwelis. C'est toujours frustrant de faire des interviews et on est limité par le temps. J'aurais aimé Ouais. poser des questions notamment sur la position de est-ce que c'est les opérateurs qui vont être les catalyseurs puisque les opérateurs dans certains pays de l'Afrique sont très très puissants et parfois ils remplacent le système bancaire. Est-ce que c'est plutôt le pays, c'est la réglementation? Mais je pense que peut-être un autre jour on va en Et parler. notre jour, absolument, oui. La dernière question, c'est la cybersécurité. Parce qu'on parle de souveraineté de la donnée, on parle d'interconnectivité, etc., etc., LLM. Mais au final, s'il n'y a pas une déclaration commune ou un process commun pour la cybersécurité, est-ce qu'on pourra y arriver? Bien sûr, non, on ne pourra pas y arriver, mais raison pour laquelle Smart Africa a mis en place ANCA, qui est African Network of Cybersecurity Authority, le réseau africain des autorités de cybersécurité. D'ailleurs, nous avons eu plusieurs réunions au niveau de GITEX au Maroc les 2 dernières années. Et ce réseau constitue comment le partage d'expériences entre les autorités. Mais nous avons plus de 50 pays. Malheureusement, nous n'avons pas plus de 32 pays qui ont des autorités de cybersécurité opérationnelles. Passer le décret pour la mise en place, oui, opérationnel. Pas plus de 30 pays. Alors ça, c'est nous essayons d'assister et d'aider les pays à opérationnaliser la cybersécurité. Pourquoi? La cybersécurité dans l'économie numérique, c'est comme le poumon. Vous pouvez avoir un cœur, mais sans le poumon, vous ne pouvez pas respirer. Donc notamment, on parle de la souveraineté. Même sans la souveraineté, la cybersécurité est essentielle dans l'écosystème, mais encore avec la souveraineté, c'est encore beaucoup plus important d'avoir la cybersécurité non seulement implantée en tant qu'autorité régalienne dans nos pays, mais non seulement ça, il faut que les autorités de cybersécurité soient ensemble, en coordination, en harmonisation, parce que quand votre voisin est attaqué, aidez-le à se défendre, car quand ils finiront avec le voisin, ils vont s'attaquer à vous. Monsieur Koné, merci beaucoup pour cette interview-là. Espérons un autre jour, on aura cette occasion-là et on aura beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Digi Club برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE.